Salut à tous! Après avoir passé un long moment avec, il est temps de vous dire ce que j'ai pensé des Galaxy S20 et S20 Plus, deux nouveaux modèles de la gamme Galaxy S de Samsung qui vont seulement se différencier par leur taille d'écran, 6,2 et 6,7 pouces, et leur batterie, vu que l'un des deux est plus gros que l'autre. Mais on en reparlera plus tard. Tout le reste est strictement identique, donc si vous hésitez entre l'un et l'autre, faites votre choix en fonction de ça, et aussi de votre budget bien évidemment, puisque le S20 Plus coûte au moment où je fais cette vidéo une centaine d'euros de plus que le S20, mais jetez un œil au lien en description, puisque comme d'habitude avec Samsung, les prix vont assez vite descendre et vous pourrez les trouver moins chers qu'au lancement. Côté design, pas de surprise, comme toujours avec Samsung, les finitions sont parfaites, et je continue de penser que ce sont eux qui proposent aujourd'hui les plus beaux smartphones, avec ce mariage entre verre et métal. Question de goût bien évidemment, ça dépendra de chacun, mais moi je les préfère à l'iPhone. Pas trop lourds, ce sont quand même des smartphones qui s'utilisent difficilement à une seule main, même sur le plus petit modèle des deux, où pour éviter qu'ils nous glissent entre les doigts, on préfère jouer la sécurité. En tout cas, Samsung continue de nous proposer tout ce que l'on attend de la gamme Galaxy S. Un stockage extensible par carte micro SD pour aller au-delà des 128 Go de base, une résistance aux poussières et à l'eau avec la certification IP68, des haut-parleurs stéréo vraiment puissants et toujours parmi ce qui se fait de mieux sur smartphone à ce niveau-là. La seule déception pour certains sera la disparition de la prise mini jack 3.5. Après la gamme Note, les Galaxy S l'abandonnent. Pour écouter de la musique, forcément si vous aviez l'habitude d'utiliser votre casque filaire préféré, il faudra changer vos habitudes et, comme moi, passer au sans fil sur les smartphones. C'est pas quelque chose qui m'a gêné à ce niveau-là, moi c'est plutôt au niveau de la vidéo, puisque j'aimais bien pouvoir brancher un micro sur mon smartphone, puisque vous le verrez après, ces Galaxy S20 sont capables de superbes choses en vidéo. Donc voilà, ça complique un petit peu les choses, l'absence de prise jack, ça joue pas que sur l'écoute de musique comme on pourrait souvent le croire. Pour l'écran, c'est une formule dont on a l'habitude depuis des années chez Samsung. Quad HD, OLED, avec donc des contrastes infinis et une calibration d'usine parfaite une fois que l'on a fait un petit détour par les réglages et le choix du profil d'image. L'année dernière, je vous l'avais fait remarquer, je trouvais dommage que Samsung fournisse de meilleurs écrans à ses concurrents que ce qu'ils utilisaient eux-mêmes sur leur propre smartphone. Cette année, ils ont remis les choses au clair et montré qui était le patron. Pour le moment, le plus beau et le plus agréable des écrans de smartphone se trouve sur ces Galaxy S20. Avec l'ajout cette année du taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz, ce sont tout simplement les plus fluides et les plus agréables à utiliser que j'ai vus jusqu'à maintenant. Malheureusement, c'est pas une différence que je peux vous montrer facilement comme ça à la caméra sur une vidéo filmée à 25 images par seconde. Allez en magasin les prendre en main ces Galaxy S20 et vous rendre compte par vous-même de la fluidité qu'apportent les 120 Hz. Toutes les petites animations un peu partout dans l'interface de Samsung renforcent cette sensation de fluidité du smartphone. Donc c'est juste trop cool d'avoir ce haut taux de rafraîchissement, même si attention, faut pas non plus en faire des caisses. Les smartphones, tous les smartphones quasiment qui ont un écran qui se rafraîchit à 60 Hz, sont vraiment pas des mauvais écrans. Là, oui, on sent la différence entre 60 et 120 Hz, c'est appréciable, mais c'est pas non plus le truc révolutionnaire. Et d'ailleurs, petite précision, vous ne pourrez être à 120 Hz qu'en Full HD, sinon la consommation de batterie serait beaucoup trop grande, j'imagine. Très agréable tout ça donc, et l'interface, à force d'amélioration année après année, est ma préférée depuis quelques temps. L'expérience utilisateur sur ces Galaxy S20 est pour moi la meilleure que l'on peut avoir sur Android aujourd'hui. Le trou au centre pour la caméra frontale est discret, le capteur d'empreinte sous la surface est rapide et a très bien fonctionné avec moi, même si certains concurrents sont un peu plus rapides, il faut le dire. La luminosité maximale est bonne, même en plein soleil, et elle descend également suffisamment bas pour ne pas trop gêner les yeux lorsqu'on lit dans le noir par exemple. Donc pour l'écran, pour moi, c'est un sans faute. Pour le dos par contre, le choix de l'énorme module photo n'est clairement pas le plus esthétique que l'on a pu voir, mais en multipliant les capteurs année après année, ça devient un vrai casse-tête pour les équipes design, j'imagine. C'est pas moche, mais c'est pas franchement beau non plus. Et heureusement que les coloris proposés par Samsung cette année sont réussis. Moi, j'aime beaucoup le bleu que j'ai ici. En revanche, pas de surprise, sans finition mat, ça prend forcément toujours énormément les traces de doigts.
Il glisse également beaucoup, j'ai trouvé, ces Galaxy S20. Posé à plat, il faudra vraiment faire attention. Et si pour un meilleur confort en main et une sécurité en cas de chute, vous voulez protéger votre Galaxy S20, mon partenaire Rhino Shield a déjà toute sa gamme de coques à jour. Vous avez toujours le classique bumper Crash Guard qui protège les contours, les angles, bref, les endroits les plus fragiles du smartphone en cas de chute, et qui vous laisse le dos coloré de votre Galaxy S20 encore visible. Si vous cherchez quelque chose de discret, efficace, c'est parfait. Mais franchement, en ce moment, je vous conseille les nouvelles coques aux couleurs de la NASA. Regardez ça. Si vous aimez cet univers, je les trouve franchement réussis, ça rend super bien. En voilà quelques-unes que j'ai, et il y a encore plein d'autres designs sur le site internet de Rhino Shield. Elles existent aussi pour iPhone et d'autres smartphones, c'est pas que pour les Galaxy S20. Vous avez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo, et si vous passez commande, utilisez le code là qui s'affiche, Steven2020, ça vous fera 10% de réduction sur l'ensemble de votre panier. Revenons à nos S20, et comme bien souvent, les innovations les plus intéressantes concernent la photo. On a toujours 3 capteurs au dos, mais cette année, les choix de Samsung sont un petit peu différents de ce qu'on voit partout. Si l'idée est toujours la même que l'année dernière, proposer un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif pour aller chercher des détails au loin, c'est la méthode pour y parvenir qui est un petit peu bizarre. Habituellement, on a une focale autour des 50 mm pour les téléobjectifs sur smartphone, voire autour des 80 mm pour ceux qui veulent proposer un zoom x3, mais là, Samsung s'est dit non, nous on va utiliser un grand angle, c'est un équivalent 27 mm, et on va faire un zoom 100% numérique, pas de zoom optique. Alors effectivement, un capteur de 64 millions de pixels permet de zoomer numériquement dans l'image en la recadrant, sans que la perte de qualité ne soit trop visible, surtout que le logiciel aide beaucoup pour améliorer le rendu. J'étais très curieux, honnêtement j'avais même un doute, j'aurais préféré avoir un zoom optique, mais j'ai eu l'agréable surprise de voir que ça fonctionne très bien. Regardez, je vous montre une comparaison entre une photo faite avec le zoom optique x2 de l'iPhone et une faite avec le zoom numérique x2 sur le S20. Il faudrait vraiment être pointilleux pour remarquer une différence de qualité. Le zoom sur ces Galaxy S20 est donc très bon. À x3, il est parfaitement exploitable, on en tire de belles photos. À x4 également, c'est pas mal. Pourquoi pas, mais je vous conseillerais de vous arrêter là. Dans l'interface, on peut effectivement faire un zoom x10, x20, même x30, mais là, on atteint les limites de ce qu'est capable un zoom numérique et les photos que l'on en tire sont assez médiocres, il faut le dire. Donc franchement, bien joué ce qu'a réussi à faire Samsung. Je vous l'ai dit, j'étais très sceptique sur la méthode en voyant qu'ils abandonnaient le zoom optique, mais au final, c'est le résultat qui compte, et le résultat, il est bon. À x3, x4, on a de belles photos. Donc franchement, chapeau. Sur le capteur principal, qui lui est un grand angle classique de 12 millions de pixels, les photos sont excellentes également. J'ai été ravi que Samsung n'ait pas forcé son traitement électronique de l'image comme sur le Galaxy Z Flip par exemple. Là, le contraste n'est pas trop accentué, les couleurs sont très fidèles et ne sont pas non plus trop saturées. Bref, c'est pour moi toujours le meilleur smartphone à ce niveau-là. Surtout que c'est l'un des rares avec l'iPhone à assurer une constance des couleurs et de la luminosité entre les 3 capteurs. C'est pas simple et on a vraiment l'impression d'avoir un seul et même appareil photo dans sa poche. En basse lumière, Samsung a encore amélioré son logiciel et son mode nuit qui permet de capturer un maximum de lumière. Et si l'iPhone reste pour moi le meilleur à ce niveau-là, je trouve, on pourra sans souci faire des photos convaincantes dans des conditions difficiles avec ces S20, avec un bruit dans l'image qui est maîtrisé et un lissage pas trop prononcé. Pas mal. Ce mode nuit fonctionne au grand angle, à l'ultra grand angle et en zoomant, mais en raison de la plus faible ouverture de l'optique utilisée sur les 2 autres capteurs, je vous conseille de vous limiter à l'usage du grand angle dans ces conditions difficiles. Pour finir sur la photo, le S20 Plus a un capteur de profondeur que le S20 n'a pas et qui est censé aider pour le mode portrait. Dans la réalité, ma conclusion est la même que l'année précédente, ça ne fait strictement aucune différence. En vidéo, les Galaxy S20 restent pour moi les meilleurs smartphones Android dans ce domaine. Avec une 4K Ultra HD bien stabilisée à 30 images par seconde, et pas trop mal non plus quand on monte jusqu'à 60 images par seconde. Il y a un progrès là-dessus, clairement.
Pour ceux qui suivent la chaîne, je vous avais fait il y a un moment une vidéo où je vous montrais que l'on pouvait parfaitement faire de bonnes vidéos YouTube en se filmant avec un smartphone. J'avais utilisé le Galaxy S10. Eh bien c'est encore plus vrai cette année avec les S20. Ils sont parfaits pour se rapporter de beaux souvenirs de vacances. Samsung a encore amélioré sa stabilisation à la fois au dos et également sur la caméra de façade qui elle aussi peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Avec les améliorations apportées, la différence avec l'iPhone, qui reste tout de même pour moi le meilleur smartphone pour filmer, se réduit année après année et je suis très content de l'évolution de Samsung sur ce point. Par contre, et là on se rend bien compte des limites de l'utilisation d'un zoom 100% numérique plutôt que d'une focale plus longue, en vidéo on ne peut pas tricher comme en photo, et le zoom est bien loin d'être convaincant. C'est normal, il est 100% logiciel. Je trouve qu'un vrai 50 mm par exemple en vidéo manque cruellement. Le zoom x3 de l'interface n'est rien de plus qu'un zoom sur le grand angle, avec une qualité bien inférieure à ce que l'on aurait avec un zoom optique. C'est dommage. Et enfin, il faut quand même en parler, ça a été le gros argument marketing, on peut filmer en 8K. C'est le premier smartphone à le faire. On sera limité à 30 images par seconde, le crop sur le capteur est bien plus important par rapport à la 4K, et en 8K, la stabilisation n'est pas bonne du tout. Samsung essaye visiblement une stabilisation logicielle qui me rappelle les sombres heures des smartphones Android en vidéo, et c'est un mode à utiliser en étant parfaitement fixe. Rien d'autre. Donc c'est pas parfait, bien évidemment, je m'y attendais, hein, mais quand même un petit mot sur les remarques que j'ai pu voir en disant que la 8K ne sert à rien parce qu'on n'a pas d'écran 8K pour la regarder, que ce soit sur le smartphone ou sur un téléviseur. Bah je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de diffuser dans la même définition que celle à laquelle on a filmé. Il y a plein d'avantages à filmer dans une définition supérieure à celle de diffusion. Pour vous la faire courte, ça peut servir à stabiliser en post-production, à donner une meilleure impression de netteté, à recadrer sans trop de perte de qualité pour par exemple simuler le fait que l'on utilise deux caméras et donc deux valeurs de plan différentes. Bref, plein d'avantages. Je vous conseillerais pas pour autant de filmer en 8K en l'état. Utilisez la 4K, elle est géniale sur ces Galaxy S20, vous aurez une super qualité, ce sera parfaitement suffisant. Mais c'est bien quand même que Samsung soit le premier à apporter de la 8K sur mobile. Il y a quelques années, quand on n'avait que de la Full HD et que les premiers smartphones ont apporté la 4K, c'était nul. Et pourtant aujourd'hui, la 4K est très bonne. Donc voilà, il faut bien un début à tout. Peut-être que d'ici quelques années, on aura de la vraie bonne 8K sur les smartphones et à ce moment-là, ce sera incroyable. On verra. En tout cas, la polyvalence en photo avec l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom qui est convaincant, plus les excellentes performances en vidéo 4K, en font pour moi le meilleur smartphone Android pour les amoureux de l'image. Tout simplement. Pour proposer autant de belles choses en photo et en vidéo, il fallait évidemment une grosse puissance, et comme d'habitude, Samsung équipe très bien ses nouveaux Galaxy S, même si c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. On peut regretter le choix de Samsung d'imposer son processeur Exynos au marché européen, alors que tous les autres vont pouvoir profiter du dernier Snapdragon 865. Là, cet Exynos est moins puissant bien évidemment que le dernier Snapdragon, mais également moins puissant que celui d'il y a un an. Il est également plus énergivore, donc c'est pas catastrophique, mais on n'a pas ce qui se fait de mieux. Et sur un smartphone qui coûte quasiment 1000 €, pas cool. En partie à cause de ce choix de processeur, l'autonomie sur l'un et l'autre n'est pas incroyable, et visiblement Samsung n'arrive plus à faire des Galaxy S avec de grands écrans et qui peuvent nous tenir toute une journée sans que l'on ne doive à un moment ou à un autre faire attention à notre usage. Pourtant, avec 4000 et 4500 mAh pour les batteries, ça laissait présager de bonnes choses. Mais le rafraîchissement à 120 Hz pompe beaucoup de batterie, et au final je dépasse difficilement les 4 heures d'écran allumé sur le S20, quand le S20 Plus me donne à peine une vingtaine de minutes en plus. Je pense qu'il aurait été bien d'avoir un taux de rafraîchissement qui puisse s'adapter intelligemment en fonction de l'usage, puisqu'en fonction de ce que l'on fait, on n'a pas toujours besoin d'avoir un rafraîchissement à 120 Hz. Et qu'il puisse descendre un peu aurait permis d'économiser un petit peu la batterie. Mais là, non. À partir du moment où vous choisissez d'activer le rafraîchissement à 120 Hz dans les réglages, vous serez tout le temps à 120 Hz. Essayez donc de garder un chargeur avec vous dans votre sac au cas où, sachant que celui qui est livré dans la boîte est de 25 watts et qu'on ne pourra pas charger plus vite. Il faut compter environ 1 heure pour passer de 5 à 100% de batterie avec ce chargeur-là.
Et sinon, si vous n'êtes pas pressé, la recharge sans fil est toujours présente et bien pratique. Moi j'aime bien. Au final, si pour vous, l'essentiel c'est d'avoir un smartphone sur lequel vous n'avez pas du tout besoin de vous soucier de l'autonomie tout au long de la journée, et bien peut-être que c'est pas plus mal d'attendre un petit peu, voir ce que vont notamment proposer Xiaomi et OnePlus cette année. Mais si vous êtes prêt à faire un petit peu attention à votre utilisation tout au long de la journée, quitte à le recharger un petit coup entre midi et 2 par exemple, ces Galaxy S20 sont vraiment excellents dans tous les autres domaines, et à mon avis, on trouvera difficilement mieux sur Android cette année. Ils existent en modèle 4G et 5G, forcément les prix sont pas les mêmes, ils sont plus chers en 5G, donc si vous hésitez, si vous vous demandez si ça vaut le coup d'investir aujourd'hui dans un modèle 5G, je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense. Vu l'état actuel de notre réseau en France et de son déploiement pour les années à venir, et des offres opérateurs qui existent et qui vont arriver, franchement pour du court terme, partez sur le modèle 4G. Et si vous avez l'intention de garder votre Galaxy S20 ou S20 Plus pendant, allez, 3-4 ans je dirais, puisqu'il restera tout à fait pertinent pendant autant d'années, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'investir sur le modèle 5G pour en profiter lorsqu'elle sera vraiment là. Voilà, ensuite, faites votre propre avis. Comme d'habitude, si vous voulez vous en acheter un, vous avez juste en dessous dans la description de la vidéo des liens pour les trouver au meilleur prix, mais dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveaux Galaxy S20, est-ce que c'est des smartphones qui vous tentent ou pas? Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!